Voici quelques graphiques montrant comment l'Allemagne reste divisée aujourd'hui, même après plus de 30 ans d'unification. Et malgré tout cela, je dirais que l'unification a été plutôt réussie, même si le chemin parcouru depuis n'a pas été facile. Cela se ressent encore aujourd'hui. Bien que l'Allemagne soit aujourd'hui l'une des plus grandes puissances économiques et politiques d'Europe, elle a passé 28 ans sous la forme de deux États distincts, gouvernés par des systèmes radicalement différents. L'idée qu'elle puisse s'unir à nouveau était jugée presque impossible jusqu'à la fin. La réussite de la réunification a surtout reposé sur le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl. Pour réussir l'unification, Kohl et l'Allemagne de l'Ouest devaient franchir 3 étapes. L'opposition internationale, la réintégration d'un État qui avait existé sous une idéologie totalement différente, et l'adaptation de l'Allemagne de l'Est à une économie bien plus moderne. Bien que la réduction des divisions sociales entre l'Est et l'Ouest soit encore en cours et ait eu son lot d'effets secondaires, l'unification de l'Allemagne a été rien de moins qu'un miracle. Bien sûr, parvenir à cela n'allait jamais se faire du jour au lendemain, et cela a été encore compliqué par l'histoire, il faut le dire, difficile de l'Allemagne. Alors, comment l'Allemagne a-t-elle réussi? Le premier défi de l'unification allemande était déjà l'idée même. Elle était contestée par d'autres pays. Même si cela semble étrange que l'OTAN s'oppose à la fin d'un régime communiste en Europe, il faut remonter avant la guerre froide pour comprendre pourquoi tout le monde n'était pas pressé de voir la dissolution immédiate de l'Allemagne de l'Est. Après les deux guerres mondiales, les souvenirs de la destruction causée en Europe par l'Allemagne unie sous le Kaiser Guillaume II, puis Adolf Hitler, restaient un vif. Après avoir vaincu les nazis en 1945, les Alliés ont dû décider du sort de l'Allemagne. L'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique ont ainsi partagé les États allemands en zones occupées, selon les accords de la conférence de Yalta. Ils pensaient tous qu'il ne fallait pas que l'Allemagne déclenche une nouvelle guerre, mais divergeaient sur la façon d'y parvenir. Une sorte de conclusion a été trouvée dans l'accord de Potsdam d'août 1945. Les Alliés ont partagé la souveraineté sur l'Allemagne et exercé leur juridiction sur leur zone en attendant une solution durable. À ce stade, la diplomatie entre Américains et Soviétiques s'était effondrée, et les zones de partition de l'Allemagne devinrent un point de tension au début de la guerre froide. L'Allemagne a été divisée en 2 États selon l'occupant de chaque zone. Dans ce qui étaient les zones américaines, britanniques et françaises, la République fédérale d'Allemagne capitaliste a été fondée en mai 1949, mieux connue sous le nom d'Allemagne de l'Ouest. Grâce à l'aide américaine, l'Allemagne de l'Ouest est devenue l'une des nations les plus développées d'Europe. Pendant ce temps, les zones soviétiques deviennent l'Allemagne de l'Est en octobre de la même année, plus précisément la République démocratique allemande, RDA. Malgré son nom, la RDA n'était en réalité pas une démocratie et existait sous un régime autoritaire à parti unique dirigé par le Parti socialiste unifié. La partition était particulièrement marquée dans la capitale historique, Berlin, qui était elle aussi divisée entre les Alliés, mais se trouvait de manière assez incongrue au sein de la zone soviétique. En 1948, Joseph Staline a cherché à contraindre l'Occident à cesser son aide économique à Berlin-Ouest et à limiter la diffusion du Deutschmark en coupant l'approvisionnement de la ville en carburant et nourriture. Cela n'a fait qu'augmenter le soutien américain à l'Allemagne de l'Ouest. Berlin a ensuite été divisé après que les Russes ont construit le mur en 1969 pour empêcher les départs vers l'Ouest. Séparé par des barrières physiques à Berlin et en Allemagne, l'Est était un État satellite soviétique où la population était politiquement réprimée et surveillée par des forces de sécurité comme la Stasi. En parallèle, l'Allemagne de l'Ouest a ouvert son pays cherchant à dépasser l'ère nazie en reconstruisant ses relations et en rejoignant l'OTAN. Le mur a symbolisé la guerre froide durant près de 30 ans, retenant les habitants de l'Est et séparant 2 Allemagnes devenues des États-nations distinctes avec leur propre système et mentalité. Bien que l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest aient établi des relations plus amicales en 1974, l'unification de l'Allemagne restait davantage une vision idéaliste résumée par le discours « Abattez ce mur » de Ronald Reagan en 1986. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 500 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés
évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1,5 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. La situation a évolué au début des années 1980, l'Union soviétique entrant en crise financière, réduisant son influence sur l'Europe de l'Est et s'enlisant dans une guerre coûteuse en Afghanistan. Sachant qu'une solution était nécessaire, Mikhaïl Gorbatchev a initié des réformes en Union soviétique, espérant qu'elles seraient suivies par les dirigeants d'Europe de l'Est. Mais le dirigeant allemand Erich Honecker a refusé, et ces réformes ont seulement encouragé les manifestations pour la démocratie et l'indépendance dans le bloc de l'Est soviétique. En 1989, en Allemagne de l'Est, les citoyens ont organisé de nombreuses manifestations silencieuses pour demander plus de liberté et le droit de voyager vers l'Ouest. Les Allemands de l'Est ont quitté leur pays pour demander l'asile en Allemagne de l'Ouest, après que la Hongrie et la Tchécoslovaquie ont rompu avec Moscou et ouvert leurs frontières. À ce stade, le gouvernement allemand savait qu'il était en difficulté face à un exode et à une possible révolte de la population. Ils ont accepté d'ouvrir le mur le 9 novembre 1989, levant toutes les restrictions vers l'Allemagne de l'Ouest. Bien sûr, cela a été suivi par les célèbres scènes des citoyens de Berlin, démolissant ensuite le mur à la main. La chute du mur a aussi provoqué l'effondrement de la mainmise du Parti socialiste unifié sur le pouvoir, un mois après que le Parlement de la RDA a supprimé la clause constitutionnelle déclarant le pays État socialiste à parti unique. Cependant, l'unification n'était pas assurée car la chute du gouvernement allemand avait surpris l'Allemagne de l'Ouest. 6 semaines après l'ouverture du mur, Helmut Kohl s'est rendu en Allemagne de l'Est, accueilli par des manifestations réclamant l'unification. Cette visite a convaincu Helmut Kohl que le moment était venu d'unifier l'Allemagne. Mais l'opposition étrangère persistait, même pendant la guerre froide. Margaret Thatcher et François Mitterrand redoutaient qu'une Allemagne unifiée tente encore de dominer l'Europe par la force. Bien qu'anticommuniste, Margaret Thatcher avait vécu le Blitz et sa famille avait accueilli des réfugiés juifs durant la guerre. François Mitterrand craignait qu'un nouvel État allemand ne dépasse la France sur les plans politiques et économiques. Mais Helmut Kohl trouva l'appui d'un allié puissant, le président américain H.W. Bush. L'Amérique, moins menacée par l'Allemagne unifiée à cause de la distance, a rapidement soutenu l'unification sous George Bush, sachant que cela ferait perdre un territoire à l'URSS et renforcerait l'influence de l'OTAN. Alors que les États-Unis étaient d'accord, Helmut Kohl devait encore composer avec Mikhaïl Gorbatchev, qui représentait un grand obstacle. Même si Gorbatchev a ordonné aux troupes russes de ne pas intervenir contre les manifestations en Allemagne de l'Est, l'Union soviétique ne comptait pas céder un État tampon à ses rivaux. Bien qu'ils aient l'Allemagne de l'Est politiquement sous leur coupe, les Soviétiques étaient également hantés par les atrocités commises par l'Allemagne nazie pendant la guerre. Et donner un avantage tactique aux troupes américaines et britanniques était une perspective alarmante, d'autant plus que les Soviétiques avaient encore une présence militaire en Allemagne de l'Est. Heureusement pour Helmut Kohl, l'Union soviétique s'effondrait déjà. Mikhaïl Gorbatchev croyait que des réformes économiques étaient la meilleure chance de sauver une URSS en déclin. L'Allemagne de l'Est était en faillite et Erich Honecker, en conflit avec Mikhaïl Gorbatchev, était très impopulaire avant la chute du mur. Mikhaïl Gorbatchev a donc choisi de vendre l'Est à l'Ouest et de nouer de solides liens avec la nouvelle Allemagne. Il a négocié que l'abandon du contrôle de l'Est entraînerait l'absence de base de l'OTAN en ex-RDA et que le retrait des troupes soviétiques ne serait pas perçu comme une retraite. Helmut Kohl a accepté de financer le retour des troupes soviétiques. L'effondrement de l'URSS en 1990 a mis fin à l'influence soviétique sur l'Allemagne de l'Est. Pour rassurer Britanniques et Américains, Helmut Kohl a promis qu'une Allemagne unifiée n'aurait pas d'armes de destruction massive, disposerait d'une armée limitée au sein de l'OTAN, maintiendrait les troupes britanniques et américaines sur son sol et jouerait un rôle clé dans l'intégration européenne. Une alliance plus étroite avec la France a été proposée, Helmut Kohl et François Mitterrand, souhaitant un partenariat pour prévenir les conflits et assurer aux deux pays une influence équivalente et importante en Europe. Cet accord a essentiellement ouvert la voie à la domination politique franco-allemande actuelle au sein de l'Union européenne que nous voyons aujourd'hui. Alors que Helmut Kohl poursuivait ses efforts diplomatiques pour réaliser le rêve de l'unification allemande, les premières élections libres ont eu lieu en Allemagne de l'Est, le 18 mars 1990. La majorité s'est revenue au parti favorable à une unification rapide.
Le 3 octobre 1990, après des accords des deux côtés, et avec la plupart des dirigeants internationaux rassurés, l'Allemagne a été officiellement réunifiée. L'Allemagne, désormais reconnue comme un seul pays, devait relever un nouveau défi, intégrer une économie socialiste à une économie capitaliste. Intégrer un ancien État communiste dans une démocratie développée à économie de marché était inédit. Et le nouveau gouvernement allemand a jugé nécessaire des transferts financiers de l'Ouest vers l'Est. Pendant 30 ans, le gouvernement allemand a investi environ 2000 milliards d'euros en Allemagne de l'Est pour aligner son économie et ses infrastructures sur celles de l'Ouest. Cela a été permis par la taxe de solidarité, une hausse de 5% de l'impôt sur le revenu des Allemands de l'Ouest pour financer ce programme. Les routes et chemins de fer d'Allemagne de l'Est ont reçu 300 milliards d'euros pour leur amélioration. Toutefois, malgré l'aide financière, certaines politiques d'unification ont eu des conséquences inattendues. Le gouvernement allemand a échangé le mark est-allemand contre le Deutsche Mark à un taux de 1 pour un rendant soudainement les économies de l'Est beaucoup plus précieuses. Mais cela a aussi accru la pression sur les entreprises publiques est-allemandes, leurs produits devenant plus chers et moins recherchés par des consommateurs qui pouvaient acheter à l'Ouest des produits de meilleure qualité. Plus de 14 000 entreprises est-allemandes ont été privatisées, mais beaucoup ont vite fermé après des difficultés. Avec la difficulté à trouver un emploi, plus de 2 millions d'Est-Allemands ont migré vers l'Ouest après la réunification. Les finances étaient un aspect, mais l'Allemagne a aussi fait face à un nouvel enjeu, l'impact psychologique de la réunification. Sous le socialisme, la RDA prônait l'égalité et le droit au travail, avec un E-consommation de base, tandis que l'Ouest capitaliste valorisait la diversité économique et la liberté individuelle. À l'Est, certains se sentaient exclus ou inférieurs dans la nouvelle Allemagne et peinaient à s'adapter à une société plus compétitive et rapide. Ce sentiment persiste, car en 2019, 80% des habitants de l'Est estimaient que l'Ouest n'avait pas reconnu leur réalisation depuis la réunification. Ce sentiment de laisser pour compte a été reconnu par Angela Merkel en 2019, citant un sondage montrant que plus de la moitié des Allemands de l'Est se voyaient comme citoyens de seconde zone et qu'il restait du travail à faire. Depuis 1997, le gouvernement allemand tient des registres annuels pour suivre les progrès de l'Allemagne de l'Est et examiner les changements nécessaires. Il y a eu des évolutions positives depuis la réunification. 88% des Allemands de l'Est estiment que la qualité de vie s'est améliorée avec la disponibilité des biens et services, et d'autres considèrent une nette amélioration ces 20 dernières années. En moyenne, les salaires ont continué d'augmenter en Allemagne de l'Est, et en 2020, ils représentaient 90% de ceux de l'Ouest. La réimmigration vers l'Est reprend avec des villes comme Leipzig, Dresde et Chemnitz, où la population augmente. En 2015, puis en 2017, l'Allemagne de l'Est a, pour la première fois depuis la réunification, enregistré un solde migratoire interne positif. C'est aussi incroyable quand on considère qu'en 1990, le PIB de l'Allemagne de l'Est représentait 43% de celui de l'Ouest, mais qu'il était passé à 75% en 2018. La taxe de solidarité ayant été supprimée pour la majorité des Allemands, en 2021, de nouvelles méthodes innovantes sont recherchées pour combler les écarts restants. En janvier 2020, le gouvernement allemand a mis en place un nouveau dispositif de financement pour soutenir les régions sous-développées et a offert des incitations fiscales aux propriétaires de start-up pour s'installer à l'Est. Avec le temps, il semble probable que ces différences entre les deux moitiés de l'Allemagne deviendront de moins en moins marquées. De façon réaliste, mettre complètement l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest à égalité allait être impossible dans un délai relativement court. Vu les fortes différences idéologiques et sociales entre les deux Allemagnes, il fallait des politiques pragmatiques, non utopiques, pour que cela arrive. Mais compte tenu de l'ampleur de la tâche et de la réputation de l'Allemagne en tant que nation forte et stable aujourd'hui, l'unification a été un succès. Merci de votre attention.